J'ai regardé ma femme déclarer qu'elle n'avait plus besoin de moi après sa promotion. Alors, j'ai préparé ma sortie, j'ai divisé nos vies, je suis parti, et j'ai enfin réclamé ma liberté. Quand ma femme a dit qu'elle n'avait plus besoin de moi, je l'ai cru, et je l'ai laissé le prouver par elle-même. C'est pendant le dîner pour notre anniversaire de mariage que j'ai perçu le changement pour la première fois. Ce qui aurait dû être une célébration de notre parcours commun est devenu le moment où j'ai compris que nos chemins se séparaient. « Je n'ai pas besoin que tu commandes pour moi », a-t-elle rétorqué quand j'ai suggéré son vin préféré. « Je suis parfaitement capable de prendre mes propres décisions. » Les amis autour de la table se sont tortillés sur leurs chaises, les regards allant de l'un à l'autre tandis qu'un silence gênant s'installait. Cette nuit n'était que le début. Les mois suivants, ces déclarations d'indépendance sont devenues plus fréquentes et de plus en plus publiques. Elle me coupait la parole pendant les conversations, corrigeait ce que je disais, et laissait clairement entendre que mon avis n'était ni nécessaire ni le bienvenu. Mais rien n'a égalé le dîner fatidique du mois dernier, qui m'a poussé à bout. Nous recevions 4 couples, des collègues de son nouvel emploi dans l'agence de marketing où elle venait d'être promue. Elle était impatiente de les impressionner, et j'avais passé des heures à aider à préparer un dîner élaboré. Alors que je servais le plat principal, j'ai entendu ce qu'elle disait dans le salon, un verre de vin à la main. « Mon mari ? Ah, il est juste dans la cuisine. Je le laisse s'occuper de la nourriture, vu qu'il a plus de temps libre ces derniers temps. » Elle a ri, alors que je travaillais 60 heures par semaine pendant qu'elle gardait un horaire standard de 9 à 5. Entre nous, le mariage n'est qu'un bout de papier. Je suis une femme forte et indépendante. Je n'ai besoin de lui pour rien. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je suis resté paralysé dans la cuisine, la louche à la main, tandis que le groupe riait avec elle. À cet instant, quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas une remarque isolée. C'était l'apogée d'une nouvelle dynamique. Le respect qui avait été le fondement de notre relation s'était transformé en quelque chose d'irreconnaissable. Plus tard dans la nuit, après le départ de nos invités et alors qu'elle s'était endormie sans même me remercier pour le dîner, je suis resté éveillé, les yeux fixés au plafond. J'ai repensé à tout ce qui avait changé depuis sa promotion, 6 mois plus tôt. La gratitude et la complicité qui avaient marqué nos premières années avaient été remplacées par une étrange compétitivité. Ce n'était pas seulement de l'émancipation. J'avais toujours soutenu sa carrière et ses ambitions. C'était différent. Elle semblait croire que son succès nécessitait de me diminuer. J'ai pensé à nos finances partagées, à mon nom sur la majorité de l'hypothèque et des traites de la voiture, à notre mutuelle que je couvrais par mon emploi, à la façon dont je l'avais soutenue pendant son master seulement 3 ans auparavant. Malgré ses proclamations d'indépendance, la réalité était bien plus interdépendante. Le lendemain matin, autour du café, j'ai essayé de lui parler de la façon dont ses remarques m'avaient fait sentir. « Tu es trop sensible », a-t-elle balayé d'un revers de main, levant à peine les yeux de son téléphone. C'était juste de la conversation mondaine. D'ailleurs, tu n'es pas assez sûr de toi pour supporter une femme forte ? Avant que je puisse répondre, elle était déjà à la porte, me rappelant que nous avions besoin de faire les courses et que la facture de carte de crédit était due. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas une phase difficile ou quelque chose qui allait passer. La femme que j'avais épousée, la partenaire qui autrefois valorisait et respectait notre union, était partie. À sa place se tenait quelqu'un qui voulait tous les bénéfices du partenariat tout en niant publiquement l'importance. Je n'ai pas fait d'annonce dramatique. Je n'ai pas claqué de porte ni lancé d'ultimatum. À la place, j'ai commencé à élaborer un plan, petit à petit. Si elle croyait vraiment être totalement indépendante de moi, il était peut-être temps d'expérimenter ce que cela signifiait vraiment. Non par vengeance, mais comme une piqûre de rappel qui semblait nécessaire pour nous deux. La transformation avait été graduelle, presque imperceptible au début. Il y a 3 ans, elle m'appelait pendant sa pause déjeuner juste pour entendre ma voix. Nous passions nos soirées à cuisiner ensemble, à planifier notre avenir, à discuter de nos rêves. À cette époque, nous étions de vrais partenaires. Ses victoires étaient les miennes, et les miennes étaient les siennes. Je me souviens clairement de la soirée de sa promotion. Nous avons célébré avec du champagne sur le balcon de notre immeuble. Elle avait les larmes aux yeux en me remerciant de l'avoir soutenue pendant les longues heures et les projets stressants. « Je n'y serais jamais arrivé sans toi », a-t-elle dit, les mains entrelacées avec les miennes. Ce fut la dernière fois que j'ai entendu ces mots. En quelques semaines, notre dynamique a changé. Les premiers ajustements furent subtils.
Elle a commencé à refuser mes appels dans la journée, disant qu'elle était trop occupée pour bavarder. Nos conversations du soir sur son travail sont passées de passionnées à ponctuées de soupirs agacés quand je posais des questions. « Tu ne comprendrais pas la pression que je subis » est devenue sa réponse par défaut, bien que j'occupe moi-même un poste de cadre. Puis sont venus les signes financiers. Malgré l'augmentation substantielle de son salaire, ses contributions à notre compte joint sont restées les mêmes, tandis que des colis coûteux arrivaient quotidiennement. Vêtements de créateur, cosmétiques haut de gamme, symbole de statut pour son nouveau bureau. Quand j'ai mentionné prudemment l'augmentation des dépenses, elle s'est agacée. Je gagne cet argent. Je mérite d'en profiter. Notre vie sociale a subi la transformation la plus frappante. Des amis que nous connaissions depuis des années ont été progressivement remplacés par ces nouveaux collègues. Des gens qui ne savaient rien de moi, à part ce qu'elle choisissait de raconter. Et ce qu'elle racontait, je l'ai découvert, était une fiction soigneusement construite. J'y étais tour à tour dépeint comme un mari dépendant, professionnellement stagnant, ou simplement insignifiant. 6 semaines après l'incident du dîner, je me suis retrouvé assis dans notre bureau à la maison, en train de revoir nos comptes. La mensualité de l'hypothèque venait d'être entièrement prélevée sur mes fonds personnels, comme c'était le cas depuis 3 mois, depuis qu'elle avait oublié de virer sa part. La carte de crédit commune affichait des dépenses dans des restaurants pour des déjeuners auxquels je n'avais pas participé, avec des pourboires qui suggéraient qu'elle ne dînait pas seule. Ce soir-là, elle est rentrée tard, portant l'odeur distinctive d'un parfum masculin inconnu. Dîner professionnel, expliqua-t-elle sans que je ne demande, retirant ses talons et se dirigeant droit vers la douche. Je n'ai rien dit, mais j'ai mentalement noté de vérifier son agenda le lendemain. Le matin suivant, après son départ pour le travail, j'ai confirmé mes soupçons. Aucun dîner d'équipe n'était prévu. Ce n'était pas le premier mensonge, mais d'une certaine manière, celui-ci a tout cristallisé. Il ne s'agissait pas seulement de sa nouvelle indépendance. C'était une rupture fondamentale de confiance. J'ai passé cet après-midi à passer des appels, d'abord à un avocat, puis à un agent immobilier, et enfin à la banque. Je n'agissais pas par impulsion ou par émotion. C'était la réponse calculée de quelqu'un qui avait passé des mois à observer la détérioration de ce qui fut un jour la relation la plus importante de sa vie. Ce week-end-là, alors qu'elle était censée être en séminaire d'intégration, bien que l'application de localisation indiquât qu'elle se trouvait dans un complexe hôtelier au bord d'un lac, réputé pour ses suites romantiques, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire. J'ai calculé exactement la moitié de nos biens communs et j'ai transféré ce montant, pas un centime de plus ou de moins. J'ai été juste, méticuleusement juste. Je ne voulais que personne, pas même elle, puisse prétendre que j'avais agi de manière malhonnête. En travaillant, les photos de notre vie commune me fixaient du regard. Avait-elle vraiment changé à ce point? Ou avait-elle toujours été cette personne, attendant simplement les bonnes circonstances pour émerger? Je ne pouvais en être sûr. Tout ce que je savais, c'est que la femme qui portait désormais mon alliance était méconnaissable par rapport à celle qui l'avait acceptée les larmes aux yeux 5 ans plus tôt. Alors que je fermais la feuille de calcul détaillant nos finances désormais séparées, un message apparut sur mon téléphone, « Ne m'attends pas pour le dîner. » On continue les discussions autour d'un verre. Aucun mot doux. Aucune estimation d'heure de retour. Juste un mépris de plus, décontracté, de la part de celle qui autrefois chérissait chaque moment à mes côtés. Je n'attendrai pas, murmurai-je à la maison vide. En vérité, je n'avais plus la moindre intention d'attendre quoi que ce soit. Planifier ma sortie exigeait précision et discrétion. Chaque jour qui passait, son indifférence rendait mes préparatifs plus faciles. Elle remarquait à peine mes mouvements. Trop absorbée par son téléphone ou son ordinateur portable pour noter mes absences prolongées ou mes recherches nocturnes. Je suis devenu un fantôme dans ma propre maison, orchestrant silencieusement mon départ tandis qu'elle restait inconsciente de la réalité qui se rapprochait. Ma première étape fut de me garantir un logement. Par l'intermédiaire d'un collègue qui me devait une faveur, j'ai trouvé un appartement meublé de l'autre côté de la ville. Ce n'était pas luxueux, mais il était propre et disponible immédiatement, sans question. J'ai payé 3 mois de loyer d'avance en espèces, m'assurant qu'il n'y ait aucune trace papier qui puisse l'alerter prématurément. Les clés pesaient dans ma poche, un rappel tangible que je franchissais un seuil au-delà duquel il n'y aurait pas de retour en arrière. Vint ensuite la consultation juridique. L'avocate m'écouta patiemment tandis que je décrivais notre situation, hochant la tête de temps en temps au fur et à mesure que je détaillais la dissolution graduelle de notre partenariat. « Ce n'est pas inhabituel »,
dit-elle, triant des documents sur son bureau. Mais la plupart des gens attendent que la relation devienne insupportable. Je lui expliquai que je ne recherchais ni drame ni représailles, seulement une séparation nette qui honorerait ce que notre mariage avait été un jour, et non ce qu'il était devenu. Les formalités étaient simples. Heureusement, nous n'avions pas d'enfants, ce qui simplifiait grandement les choses. Le partage des biens serait relativement fluide. Je ne voulais que ce qui était incontestablement mien. Les comptes de retraite et les investissements demandaient plus d'attention, mais même ceux-ci pourraient être divisés en fonction des contributions respectives. Je signai les documents préliminaires, qui seraient finalisés plus tard, et rangeai des copies dans un espace de stockage sécurisé dans le cloud auquel elle n'avait pas accès. La séparation financière s'avéra être l'aspect le plus complexe. Sur 3 semaines, je transférai méthodiquement mes virements automatiques vers un nouveau compte dans une banque différente. Je ne maintenais que le strict nécessaire sur les comptes joints pour ne pas éveiller les soupçons, tout en m'assurant de ne pas être vulnérable lorsque je partirais finalement. Les cartes de crédit furent annulées et remplacées. Les prélèvements automatiques de mes dépenses personnelles furent redirigés, et j'allais jusqu'à mettre en place un forfait téléphonique séparé qui serait activé à la date de mon départ. Tout au long de ce processus, ces proclamations d'indépendance continuèrent, chacune renforçant encore ma détermination. Lors d'un brunch en fin de semaine avec ses nouveaux amis, elle proclama à haute voix comment c'était elle qui portait la relation tandis que je ne faisais que suivre le mouvement. Quand je reçus un bonus significatif pour un projet la semaine suivante, elle suggéra que je l'utilise pour enfin contribuer de manière significative à notre épargne. La même épargne que je maintenais seule depuis 6 mois. La veille du week-end qu'elle avait planifié avec ses collègues, j'assistais à l'apogée de sa transformation. Elle faisait ses bagages avec des valises neuves et très coûteuses, les étiquettes encore pendantes, laissant négligemment tomber des reçus qui révélaient des achats bien au-delà du budget qu'elle prétendait respecter. Quand j'en ramassai un, le montant me fit frémir. « On doit parler des dépenses ?» demandai-je doucement. Elle arracha le reçu de ma main. « Ne me contrôle pas comme si j'étais une enfant. J'ai mérité ce voyage. Et de toute façon, les factures du mois sont réglées, non ? » Oui, confirmai-je, sans mentionner que je les avais payées intégralement sur mes propres fonds depuis 3 mois consécutifs. « Alors il n'y a pas de problème, » conclut-elle, retournant à ses préparatifs. « Pendant mon absence, tu pourrais enfin réparer ce robinet qui fuit dont je t'ai parlé il y a des semaines ? » J'acquiesçai, bien que nous sachions tous deux qu'elle n'en avait jamais parlé auparavant. Tandis qu'elle continuait d'organiser ses tenues de créateur, je remarquai comme elle évitait mon regard dans le miroir. Y avait-il là une lueur de culpabilité, ou simplement de l'impatience de s'éloigner de moi ? Cette nuit-là, elle dormit profondément, pendant que je restais éveillé, passant mentalement en revue ma liste finale. Mes effets personnels essentiels étaient déjà dans le nouvel appartement. Les documents importants étaient en lieu sûr. Les transitions financières étaient terminées. Il ne restait plus que le départ en lui-même, et la lettre que j'avais écrite et réécrite une 12aine de fois. Au matin, je préparai son petit déjeuner préféré. Un dernier geste de ce qui avait été autrefois de l'affection sincère. Elle mangea à la hâte, vérifiant son téléphone entre chaque bouchée. « Je rentre dimanche soir », dit-elle en rassemblant ses affaires. « Ne reste pas éveillé pour m'attendre. » Je hochai la tête, la regardant sortir précipitamment, sans un regard en arrière ni un baiser d'adieu. Une mort de plus dans ce que nous avions un jour partagé. Le bruit du moteur de sa voiture s'éloignant dans la rue sembla être le rideau tombant sur l'acte final d'une pièce de théâtre devenue trop longue. Seul désormais, je fis un dernier tour dans la maison qui avait été notre foyer. Chaque pièce recélait des souvenirs de jours meilleurs, de promesses faites et tenues avant que tout ne change. Je m'accordai exactement 30 minutes de nostalgie avant de lancer l'étape finale de mon plan. Le temps de la préparation était révolu. Le moment d'agir était venu. La maison sembla différente dès l'instant où je m'engageais à la laisser derrière moi. Les objets qui semblaient autrefois permanents paraissaient désormais temporaires, comme des accessoires de scène. Je parcourus chaque pièce avec une précision méthodique, rassemblant les derniers effets personnels. Des choses dont l'absence ne serait pas remarquée immédiatement, mais qui avaient une grande signification pour moi. La montre de mon grand-père, le journal relié cuir de mon père, les photos d'avant notre rencontre. Je travaillais avec efficacité, ayant répété ce processus mentalement d'innombrables fois. Les derniers vêtements furent placés dans une seule valise. Les documents importants étaient déjà dans ma serviette. Je laissai derrière moi tout ce que nous avions acheté ensemble,
y compris les cadeaux de mariage encore en usage. Ce n'étaient pas de simples objets. C'étaient les symboles d'une vie partagée dont je renonçais désormais. La lumière du matin entrait par les fenêtres de la cuisine tandis que je m'asseyais à la table à manger, le stylo à la main, fixant la feuille blanche devant moi. Comment résumer 8 années en quelques paragraphes? J'avais déjà écrit et jeté des dizaines de versions de cette lettre. Trop de colère, trop de culpabilité, trop de détails, trop vagues. Finalement, j'écrivis à partir d'un endroit de calme et de clarté. J'ai respecté vos déclarations répétées d'indépendance, et je les honore désormais pleinement. Nos comptes communs ont été divisés de manière égale. L'hypothèque et les factures courantes sont payées jusqu'à la fin du mois, vous laissant le temps de vous organiser. Mes effets personnels ont été retirés. Je ne reviendrai pas. La femme que j'ai épousée chérissait le partenariat, le respect mutuel et les rêves partagés. Cette femme semble ne plus exister. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Si nécessaire, vous pouvez me contacter par l'intermédiaire de mon avocate. Ses coordonnées sont jointes. Sans accusation, sans explication dramatique, juste une simple reconnaissance de la réalité qu'elle avait construite durant des mois. Une réalité dans laquelle j'étais devenu inutile et indésirable. Je déposai la lettre sur le plan de travail de la cuisine, là où elle la verrait immédiatement en rentrant. Mon alliance fut déposée délibérément à côté. La dernière tâche fut la plus difficile. Je traversai lentement la maison une dernière fois. Pour dire au revoir. Le salon où nous avions passé d'innombrables soirées a planifié notre avenir. La cuisine où nous dansions en préparant le dîner. La chambre où nous chuchotions nos rêves l'un à l'autre dans l'obscurité. Chaque espace renfermait les échos de la relation que nous avions construite et qu'elle avait démantelée, pièce par pièce. À la porte d'entrée, je m'arrêtai pour désactiver l'alarme et retirer la clé de la maison de mon trousseau. La petite clé en laiton semblait absurdément lourde dans ma main, un minuscule objet représentant tout ce que je laissais derrière moi. Avec un soin délibéré, je la posai sur la table du vestibule. Une reddition finale de ma place dans cette maison. Le clic de la porte d'entrée se refermant derrière moi fut dénué de toute solennité face à l'ampleur du moment. Aucune bande-son dramatique n'accompagna mes pas sur le trottoir. Aucune pluie soudaine n'est venue souligner le poids émotionnel de mon départ. Juste les bruits ordinaires d'un samedi après-midi. Des enfants jouant dans la rue, un voisin tondant sa pelouse, des oiseaux chantant dans les arbres voisins. Ma voiture était garée à 2 pâtés de maison, chargée avec quelques cartons que j'avais transportés petit à petit au cours de la semaine précédente. Le moteur démarra silencieusement, et je partis sans regarder en arrière, sans affronter la maison du regard. Il n'y avait pas besoin d'un dernier coup d'œil. J'avais déjà mémorisé chaque détail de ce que je laissais derrière moi. Tandis que je traversais la ville en direction de mon nouvel appartement, une légèreté inattendue commença à remplacer le poids sur ma poitrine. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée pour nous, mais c'était une fin que j'avais choisie, et non quelque chose qui m'était simplement arrivé. Il y avait un pouvoir dans ce choix, une réappropriation de mon autonomie après des mois à être effacée petit à petit au sein de mon propre mariage. J'arrivai au nouvel immeuble au moment où le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le parking. L'appartement était simple, avec des meubles basiques, des murs blancs, sans la chaleur ou la personnalité de la maison que je venais de quitter. Mais il était à moi. Une page blanche, une chance de reconstruire sans l'érosion constante de ma valeur. Je posai ma valise dans la chambre et, par habitude, pris mon téléphone. Aucun message, aucun appel manqué. Elle était certainement encore en train de profiter de son week-end à l'extérieur, totalement inconsciente que sa vie venait de changer fondamentalement. Le décalage entre sa réalité à ce moment-là et ce qui l'attendait créa une sensation étrange dans mon estomac. Ce n'était ni de la satisfaction ni de la vengeance, mais quelque chose de plus complexe, un mélange de tristesse pour ce qui était perdu et de détermination pour ce qui devait advenir. Je mis le téléphone en silencieux et le rangeai dans un tiroir. Quelle que soit la réaction qui surviendrait à son retour à la maison le lendemain soir, je n'en serais pas le témoin direct. La conversation que nous devions avoir aurait bien lieu, mais dans des termes différents. Plus de mépris, plus de dévalorisation, plus de faire semblant que nous étions encore partenaires quand nous étions clairement devenus des étrangers. Quand la nuit tomba sur cette première nuit de mon nouveau chapitre, je réalisai que j'avais retenu mon souffle pendant des mois, espérant que quelque chose change. Maintenant, je pouvais enfin lâcher prise. Les appels ont commencé le dimanche à 18h42. J'ai vu le téléphone s'allumer à plusieurs reprises avec son nom sur l'écran.
12 appels manqués rien que la première heure. J'avais anticipé de la colère, de la confusion, peut-être même du soulagement, mais la fréquence indiquait la panique. Entre les appels, les messages sont arrivés, leur ton changeant rapidement. C'est une sorte de blague. Où es-tu? Décroche le téléphone. Tu ne peux pas partir comme ça. Il faut qu'on parle tout de suite. S'il te plaît, rentre à la maison. On peut régler ça. Je n'ai répondu qu'une seule fois, par un message simple. Veuillez contacter mon avocate pour toute question. Puis, j'ai coupé les notifications de son numéro. Ce n'était pas de la froideur. C'était de l'autopréservation. Toute communication directe m'aurait replongé dans le tourbillon émotionnel dont je venais juste de m'échapper. Le lundi a apporté la réalité financière. Mon avocate m'a transféré ses emails, d'abord exigeant l'accès à nos comptes, puis exprimant son choc en découvrant qu'ils avaient été divisés équitablement. Elle avait apparemment essayé de retirer de l'argent et avait trouvé exactement la moitié de ce qu'elle attendait. Pas vidé, pas volé, juste divisé avec une précision mathématique. Le mardi, le ton est passé de l'indignation à l'incrédulité. « Je ne pensais pas que tu parlais sérieusement », a-t-elle écrit dans un email que mon avocate m'a partagé. Ça ne te ressemble pas. L'ironie ne m'a pas échappé. Après des mois à me traiter comme insignifiant, elle se déclarait soudainement spécialiste de mon caractère et de mes intentions. Le mercredi a apporté les premières factures, des alertes automatiques pour l'hypothèque, les services publics et la carte de crédit qui incomberaient désormais entièrement à elle. L'architecture financière soignée que j'avais maintenue pendant des années, en grande partie invisible pour elle, malgré ses affirmations selon lesquelles c'était elle qui s'occupait des choses importantes, se révélait désormais dans son absence. Une semaine après mon départ, sa mère a appelé. J'ai répondu par respect pour la femme qui avait toujours été gentille avec moi. Elle est dévastée, m'a dit sa mère, sans détour. Elle n'a rien vu venir. C'est bien le problème, ai-je répondu doucement. Elle a cessé de me voir complètement. La conversation fut brève, mais révélatrice. Selon sa mère, elle avait toujours présenté notre mariage comme parfait à la famille, ne mentionnant jamais le mépris grandissant qu'elle nourrissait envers moi ou notre partenariat. La personnalité publique de femme forte et indépendante ne s'étendait apparemment pas à l'honnêteté familiale. 10 jours après mon départ, le premier avis de retard de paiement est arrivé à notre ancienne maison. Elle l'a transféré à mon avocate avec une seule question. Va-t-il laisser tout ce que nous avons construit s'effondrer? La réponse de mon avocate fut rédigée avec professionnalisme, mais disait essentiellement. Vous avez construit cette réalité où vous n'aviez pas besoin de lui. Maintenant, vivez-la pleinement. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un colis inattendu au bureau. À l'intérieur se trouvait mon alliance avec un mot, « Tu as oublié ceci ». J'ai rangé l'alliance dans le tiroir de mon bureau, impressionné par son incompréhension totale de mes actions. L'alliance n'avait pas été oubliée. Elle avait été laissée derrière délibérément. La 3e semaine a apporté l'escalade financière. Elle avait découvert que maintenir notre train de vie seul représentait un défi. Son salaire à elle seule, malgré la promotion, ne pouvait supporter l'hypothèque qui semblait raisonnable quand elle était divisée entre 2 revenus. La mensualité de la voiture, pour laquelle elle avait insisté que nous pouvions nous permettre le nouveau véhicule de luxe, était soudainement devenue un fardeau. Un ami commun prit contact, inquiet. Elle dit à tout le monde que tu l'as abandonné sans préavis, dit-il avec précaution. Que tu l'as laissé sombrer dans les dettes. Je le remerciai pour l'information, mais n'offris aucune version alternative. La vérité émergerait d'elle-même, à travers les actions, et non les paroles. 1 mois après mon départ, son avocate contacta la mienne. Le ton avait radicalement changé. La femme indépendante qui n'avait besoin de rien de moi demandait désormais un soutien temporaire le temps de s'adapter aux nouvelles circonstances. Mon avocate suggéra d'offrir un règlement forfaitaire plutôt que des versements continus. J'acceptai, stipulant un montant juste mais non excessif. 6 semaines plus tard, je la croisai par hasard dans notre ancien café. Elle avait l'air différente, son apparence autrefois soigneusement entretenue montrait désormais des signes subtils d'usure. Nos regards se croisèrent un instant avant qu'elle ne rassemble précipitamment ses affaires et ne sorte sans rien commander. Par la fenêtre, je la vis s'asseoir dans sa voiture pendant quelques minutes, la tête baissée sur le volant. Ce soir-là, arriva un email plus sobre, transmis par mon avocate. Je ne comprenais pas ce que je faisais. Je ne voyais pas la façon dont je te traitais.
Pour la première fois depuis mon départ, je ressentis autre chose que de la distance. Pas du regret d'être parti, mais de la tristesse pour ce qui avait été perdu, une connexion qui avait un jour été significative pour nous deux. Les conséquences pratiques continuèrent de se dérouler. Elle mit la maison en vente, incapable d'en assumer seule les charges. Les posts sur les réseaux sociaux vantant l'acceptation du changement et les nouveaux départs contrastaient fortement avec les demandes financières de plus en plus désespérées qui parvenaient par l'intermédiaire des avocats. La vie indépendante qu'elle avait proclamée avec tant d'assurance s'était révélée plus coûteuse que prévu. 2 mois après mon départ, je reçus la confirmation ultime de ce que j'avais toujours soupçonné. Les comptes étaient tombés, et la femme forte et indépendante avait découvert le véritable prix de la solitude complète. 6 mois passèrent comme un long et lent soupir. Le divorce fut finalisé avec une efficacité surprenante. Elle finit par choisir la voie de la moindre résistance, acceptant le partage équitable que j'avais proposé dès le début. Notre maison fut vendue, bien qu'à un prix inférieur à nos attentes. Selon mon avocate, elle avait déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville et occupait un poste différent dans l'entreprise. Nos vies, autrefois intimement entrelacées, existaient désormais sur des plans séparés. Je me suis adapté à cette nouvelle réalité avec une facilité inattendue. L'appartement est peu à peu passé d'un refuge temporaire à un véritable foyer. Je me suis rapproché d'amis que j'avais négligés durant les derniers mois difficiles de mon mariage. Mon travail a prospéré, n'étant plus éclipsé par les tensions domestiques. Le poids que je portais depuis si longtemps, l'effort constant pour maintenir une relation avec quelqu'un qui ne la valorisait plus, s'est dissipé, me permettant de redécouvrir des parts de moi-même qui avaient été étouffées. Un mardi après-midi pluvieux, je reçus un message d'un numéro inconnu. C'est moi. On pourrait se voir juste pour parler? Je fixai le message longtemps, des émotions contradictoires surgissant, curiosité, lassitude, un écho lointain de la connexion que nous avions un jour partagée. Après mûre réflexion, j'acceptai de prendre un café dans un lieu neutre. Elle arriva à l'heure, une qualité que j'avais toujours admirée. L'assurance qui avait marqué les derniers mois de notre mariage avait disparu, remplacée par une attitude plus retenue. Elle avait l'air bien, mais différente. Les vêtements de créateurs coûteux avaient cédé la place à des pièces plus simples. La coiffure sophistiquée avait fait place à une coupe plus pratique. Merci d'être venu, dit-elle alors que nous nous asseyions face à face, la vapeur s'élevant de nos tasses. Je n'étais pas sûr que tu viennes. Moi non plus, admis-je. Un silence gêné s'installa entre nous avant qu'elle ne reprenne la parole. J'ai beaucoup réfléchi et suivi une thérapie, ajouta-t-elle avec un petit rire sans joie. J'ai appris qu'il y a une différence entre une véritable indépendance et simplement repousser les gens pour prouver quelque chose. J'acquiesçai, mais n'offris pas un pardon facile. La douleur qu'elle avait infligée avait été trop profonde, trop délibérée pour être effacée par une simple reconnaissance. Ma thérapeute m'a demandé quand les choses avaient changé, poursuivit-elle en faisant lentement tourner sa tasse. Quand j'avais commencé à te traiter comme ça. Au début, je n'arrivais pas à l'identifier, mais ensuite j'ai réalisé que ça avait commencé après la promotion. J'étais la seule femme dans l'équipe de direction senior. Il ne cessait de dire que je devais être plus dur, plus affirmé. D'une certaine manière, cela s'est transformé en l'idée que je devais rejeter tout ce qui ressemblait à de l'interdépendance, y compris notre mariage. Oui, répondis-je doucement. Ses yeux rencontrèrent les miens directement. J'ai confondu être forte avec être dure. L'indépendance avec l'isolement. Elle fit une pause. Je ne demande pas une réconciliation. Ce navire a quitté le port, et je comprends pourquoi. Je voulais juste que tu saches que maintenant, je vois ce que j'ai fait, qui je suis devenu. Et je suis désolé. Les excuses sont restées suspendues entre nous, sincères mais incapables de réécrire l'histoire. Nous avons parlé encore 1 heure, non pas de réconciliation, mais de clôture. Elle m'a confié que son identité de « femme indépendante » s'était effondrée quelques semaines après mon départ, la forçant à un douloureux examen de conscience sur sa propre dépendance envers les autres, non seulement financière, mais aussi émotionnelle et pratique. Les collègues qui avaient applaudi ses remarques méprisantes sur le mariage s'étaient évaporés lorsqu'elle avait réellement eu besoin de soutien. Alors que notre conversation touchait à sa fin, elle hésita avant de demander. « Tu vois quelqu'un » ? « Oui, répondis-je. Quelqu'un qui valorise le partenariat, au lieu de le considérer comme une faiblesse. Je n'entrai pas dans les détails. Ma nouvelle relation se construisait encore,
marqué par un respect mutuel et une reconnaissance, des qualités que je savais désormais non négociables. Elle hocha la tête, un éclair de regret traversant son visage avant qu'elle ne se recompose. Tu mérites ça. Tu l'as toujours mérité. Nous nous sommes quittés sans déclaration dramatique ni promesse de rester en contact. Certains chapitres sont faits pour se refermer complètement. 3 semaines plus tard, je reçus un petit paquet, le livre que j'avais mentionné vouloir lire pendant notre rencontre au café, accompagné d'un mot simple. Merci pour la leçon sur la véritable indépendance. Il ne s'agit pas de n'avoir besoin de personne. Il s'agit d'être assez entier pour choisir l'interdépendance avec sagesse. L'ironie ne m'échappa pas. Son chemin vers une force authentique n'avait commencé qu'après avoir perdu le partenariat qu'elle avait dévalorisé. Ma propre indépendance avait été reconquise non par de grandes déclarations, mais par la dignité silencieuse de m'éloigner de quelqu'un qui ne pouvait voir ma valeur. En rangeant le livre sur l'étagère, je réfléchis à l'étrange symétrie de notre histoire. Elle avait proclamé son indépendance alors qu'elle avait désespérément besoin de soutien. J'avais recherché le partenariat et j'avais finalement trouvé la liberté dans la solitude. Nous avions tous deux trouvé ce dont nous avions besoin, mais pas de la manière dont nous l'avions envisagé. La femme forte et indépendante qu'elle prétendait être était peut-être enfin en train d'émerger, non par des déclarations ou du mépris, mais par la sagesse durement acquise qui naît de l'affrontement des conséquences de ses propres choix. Quant à moi, j'ai découvert que la vraie force prend parfois l'apparence de savoir s'éloigner. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, chers amis, la leçon du jour est que si votre moitié déclare être forte et indépendante en public, assurez-vous qu'elle le soit aussi financièrement avant de lui laisser l'hypothèque. Parce que l'indépendance, ça a un prix et ce n'est pas le vôtre.